La roquette, ça explose. Chocolat. Ramène ta fraise. Les choux, ça gaze. T'es une banane, non? Ça explose. La roquette, ça gaze. Les choux. Les choux, ça gaze. Chou pilou, wouh. Ça bulle, j'aime quand ça mousse. Grosse patate cuite. J'ai la peau douce. Ça pue, mais c'est bon. Mais hein. c'est bon. Grosse patate. Ça cuite. Ramène ton poireau. J'ai la peau douce. Non, j'ai la peau douce. La roquette, ça pète. Chou pilou, wouh. Les abeilles murmurent des mots d'amour. Est-ce que vous connaissez ce mot, scumen? Ça veut dire écume en vieux breton. Scumen, c'est une brasserie bio et indépendante. Nous sommes partis à la rencontre de cette jeune équipe, portée par la passion et l'amitié. Au bout d'une impasse, nous rentrons dans un bel espace, avec un grand bar en bois. Il y a des canapés, des lampes et des objets insolites partout. Sous un arbre enguirlandé, des bouteilles de bière sont en vente, joliment alignées, de toutes les couleurs. Ce sont les bières Scumen, très populaires en Bretagne. Quand on s'approche du bar, derrière de grandes vitres se dresse fièrement les cuves à bière. On s'approche un peu pour discuter avec Thomas, le cofondateur. Il en a des choses à raconter sur la brasserie Scumen. Et on a longtemps tourné à 4 en fait. Historiquement, il y a donc moi et Stéphane, deux associés, et puis il y a Maxime et Jules qui sont arrivés un petit peu après. Jules est arrivé en tant que stagiaire. Ensuite, il est parti à l'étranger, il est allé en Australie, il est allé bosser dans les vignobles. Et donc Max l'a remplacé. Et puis comme il n'a pas vraiment fait le deuil de la brasserie, quand il est revenu, il a re-signé chez nous et on est bien content de l'avoir au final. Donc là, on est le vrai noyau dur de Scumen, c'est vraiment ces 4 personnes-là. Ensuite, c'est venu greffer à la prod. Là, il y a André qui est québécois, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Baptiste qui va être plus à la livraison, préparation de commandes et qui va donner la main à Jacques qui est notre responsable commercial depuis là ça va faire 2 mois à peu près. Et ils n'ont pas toujours été si nombreux. Donc on a vachement tiré fort au début puisqu'on était pas très nombreux, donc on s'est amusé à tout faire jusqu'à un moment donné où c'était plus possible et donc là on a recruté du monde parce que ça devenait trop. Au départ vous n'étiez pas justement deux amis d'enfance? Au départ, c'est Stéphane et moi, donc on est vraiment amis depuis qu'on a peut-être 13-14 ans. Donc on était au collège ensemble. Et on a fait les 400 coups, on a fait pas mal de conneries. Et puis, on est sur des rêves d'enfants. On s'est un petit peu séparés au moment donné où il a fallu choisir notre voie en termes d'études. Donc lui, il a bossé dans l'urbanisme un petit peu. Il s'est un peu cherché dans le tourisme aussi avant ça. Moi, j'étais dans la com et dans la pub. C'était pas trop mon dada finalement, j'étais pas mal branché cinéma audiovisuel en sortie de lycée. Je me suis dit que la pub c'était un bon compromis en fait pour essayer de renouer avec ce côté un peu créatif, mais bon c'était pas trop ça. Donc on est toujours restés copains pendant nos années de fac, on s'est posé pas mal de questions ensemble, où est-ce qu'on aimerait aller, ce qu'on aimerait faire, et puis un petit peu par hasard on s'est mis à brasser en amateur parce que Stéphane avait trouvé un petit guide d'autosuffisance quand il était parti en Inde. C'est quoi un guide d'autosuffisance? Alors en gros, t'avais une pleine page sur comment faire son petit potager, élever des poules, être vraiment autosuffisant en légumes, en viande. Et là-dessus, t'avais un petit encart sur comment faire sa bière à la maison. Parce que c'est bien connu, c'est quand même nécessaire d'avoir de la bière, sinon on peut pas survivre sans bière. Surtout en Bretagne. Et il y en a partout dans le monde. Donc, La bière a son succès, c'est vrai, mais c'est avant tout une histoire de passion. On a planché là-dessus et puis on a fini par être un peu mordu. Donc on s'est acheté... on va se décaler. Salut Laura. Laura qui fait partie de la team bar et qui fait le plein de fûts. Maîtriser la bonne recette, ça prend un peu de temps. Donc on a brassé en amateur pendant quelques années quand même, on a raté pas mal de choses. Et puis petit à petit on a commencé par avoir un peu plus de niveau, un peu plus de bouteilles. Justement, qu'est-ce qui vous a motivé finalement à vous professionnaliser? C'est parce que les gens vous disaient que votre bière elle était bonne? Ouais, parce qu'on commençait à avoir des bons retours et puis surtout parce qu'on savait pas en fait quoi faire de nos vies. Donc c'était un petit peu avec la rage du désespoir qu'on est allé monter notre boîte. Un peu la fleur au fusil aussi parce qu'on s'est dit voilà, on va être
en mode artisan, on va faire ça tranquille, peinard, à notre rythme. Et puis en fait, on a été très vite rattrapé par la demande. Brasser de la bière, ça s'apprend. Alors à l'époque où moi j'ai commencé, il y a 6 ans, il y avait déjà des petites formations de brasseurs. Moi j'ai fait un DU à La Rochelle, un DU d'opérateur de brasserie à La Rochelle. Donc ça a vraiment, on va dire que grâce à ça, j'ai pu parfaire mes connaissances en fait, que j'avais déjà, des choses que j'avais déjà appris dans les livres. Et c'était très empirique, hein, la bière. On a vraiment, comme je te disais, raté pas mal de choses au début. Et puis après, il y a des forums qui existaient sur Internet où on a pu échanger avec des gens. Donc on s'est fait un petit peu nous-mêmes comme ça. Et vraiment, ce DU, ça a servi à aussi convaincre les banques au moment du projet, puisque c'était quand même un diplôme universitaire, donc c'était pas n'importe quoi non plus. On pouvait leur montrer un papier en face en disant voilà, nous on sait faire, on est des professionnels en devenir, et donc faites-nous confiance, donnez-nous les sous. Et ils ont bien fait. Ça commence dans le garage. Au début c'était assez archaïque, hein, c'était en guise de filtre, on avait un espèce de tamis, là, un genre de chinois. On utilisait des collants qu'on achetait au supermarché, qu'on faisait bouillir avant pour que la teinte s'en aille, qu'on faisait bouillir pas mal de fois pour que tout s'en aille. On s'en servait comme filtre. Et puis c'était des casseroles, hein, une espèce de fait-tout, et puis on se débrouillait avec ça. La débrouille jusqu'au bout. Et on achetait tout ce qui était matière première sur Internet. Donc il y a des sites qui existent où on peut acheter tout ce qu'il faut, les houblons, les maltes, etc. Parce que justement, on fait comment pour composer une bière à la base ? Pour brasser une bière, il faut de l'eau, du malt, du houblon et des levures, sans quoi il se passe rien. Quand on veut innover une bière à soi, on prend une recette qui existe déjà et on tente des trucs. Comment on fait pour innover dans une bière ? Ouais, en fait, on était déjà pas mal inspirés sur ce qui se faisait aux États-Unis, parce qu'on a voyagé ensemble. C'est un petit point quand même qu'il faut ajouter, c'est que on est parti 1 an en gros avec Stéphane, avec des copains. On a fait un road trip à travers les États-Unis. Et on a goûté pas mal de bières, et notamment des trucs qui se faisaient pas trop encore chez nous. Donc il y avait tout ce qui était bières houblonnées, type IPA, les Pale Ale, les West Coast, East Coast. Donc c'était vraiment, pour nous, on a vraiment pris une claque. On était habitués à boire des bières traditionnelles belges, où il y avait un peu à boire et à manger là-dedans, où c'était pas... Ouais, c'est un peu vilain pour certaines. Et vraiment, on est tombé amoureux là, du truc, et on s'est dit, ouais, il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. Scumen vous veut du bien. On était donc toujours en galère en tant que consommateur pour trouver des bonnes bières en fait dans ce style-là. Donc on a pas mal farfouillé. On s'est dit mais voilà, il y a quelque chose à faire, quoi. On peut essayer d'aller brasser ce genre de bière pour essayer de surprendre un petit peu les gens aussi. Vous dites qu'il y a plein de bières que vous avez ratées, en tout cas d'expériences qui n'ont pas fonctionné. C'est quoi finalement la chose la plus difficile quand on fait une bière, le truc qu'on peut rater, quoi ? Il y a plein de choses, hein. Il y a 80-90% du boulot, c'est l'hygiène. Donc en fait, il faut vraiment que tout soit impeccable, sanité, désinfecté. Donc on passe énormément de temps avec ça. Et la moindre erreur, c'est tout de suite une piqûre lactique, une bactérie. Et en fait, on est obligé de balancer la bière. Donc au début, elle peut sembler bonne. Et une fois en bouteille, au bout de quelques mois aussi, ça peut virer, tourner. Alors aujourd'hui, à la brasserie, heureusement, on a un petit labo qui nous permet de faire des tests en amont pour éviter ce genre d'écueil. Mais ouais, ça va être surtout ça, hein. Ça va être vraiment la vigilance sur l'hygiène. Après, c'est la popote, c'est un peu la cuisine. T'es obligé de passer par des ratés pour comprendre qu'il faut ajouter moins de houblon à tel moment de la cuisson, qu'il faut être plus patient sur les temps de garde pour pouvoir avoir des bières plus claires, plus clean. Voilà, il y a plein de... on pourrait en raconter beaucoup, des petites anecdotes comme ça. Et les anecdotes, nous on aime bien ça. Vous diriez que c'est quoi la spécialité de votre bière ? On aime quand même pas mal les bières houblonnées, mais comme beaucoup de brasseries récentes aujourd'hui, donc l'amertume un peu prononcée, le côté fruité, on va aller chercher l'aromatique un peu exotique de certains houblons, on aime beaucoup ça. Après, on fait pas que ça non plus, on aime bien les bières un peu traditionnelles. On a une bitter anglaise là, que j'aime beaucoup. On fait vieillir aussi des bières en barrique. Là, on a bossé pas mal sur les barriques de cognac, mais pas que. Voilà, il y a pas mal de choses. Ici, c'est grand, mais au début, c'était petit.
La brasserie, elle a déjà 6 ans, mais avant on était assigné. Donc on a commencé petit avec une brasserie de 10 hectos. Et là, en déménageant, donc on a gardé une partie de notre ancien matériel et puis on a investi dans du nouveau matériel. Donc là, on va dire, triplé quasiment la production, quoi. Et l'idée, c'était aussi, en créant un pub, de pouvoir expérimenter les bières pour pouvoir voir si ensuite vous pouvez les commercialiser. Est-ce que c'est toujours l'idée ? Est-ce qu'il y a des tendances aussi que vous pouvez remarquer auprès des gens ? Alors on avait quand même déjà bien confiance en nous puisqu'on a fait quand même pas mal d'hectos avant d'ouvrir le pub, mais c'était vraiment pour nous l'occasion de faire vivre la brasserie, parce qu'avant à Signé on était un peu comme des ours. Voilà, on avait un petit magasin de vente directe, on faisait un peu de visite aussi, mais il y avait que moi et Steph à le faire, et à la fin ça devenait un peu lourd, et on s'est dit il faut vraiment un endroit, puis voilà, embaucher des gens pour le faire parce que nous en fait on n'arrivait plus à suivre. Donc ouais, ce lieu c'est important pour nous parce qu'on avait vraiment envie de faire vivre Scumen et puis d'organiser des concerts. Ça fait office de labo, on peut dire aussi, parce qu'on peut en effet tester des brassins. Mais comme on ne peut pas brasser sur moins de 20 hectos, de toute façon ça fait quand même déjà des gros brassins. Donc 2000 litres, ouais. Ouvrez grand vos oreilles, ça va devenir technique. La brasserie, en gros, pour faire court, c'est une partie chaude et une partie froide. On appelle ça comme ça dans le jargon. La partie chaude, ça va être plutôt donc la salle à brasser qu'on voit ici, qui est composée de 3 cuves. Les cuves qui sont en amont, les 3 autres cuves, ça va être juste de l'eau en fait. Ça va fonctionner comme un mitigeur. Il y a une grosse réserve d'eau à gauche et sur la droite, on a eau chaude, eau froide. Et ensuite, quand on veut empâter, on règle la température et c'est comme vraiment un mitigeur. Donc on va empâter, c'est-à-dire mélanger l'eau avec les céréales. C'est vraiment la toute première étape du brassage. Avant ça, il y a le concassage dans la salle à malt, là, c'est le moulin qu'on voit ici. Vraiment, on prépare la recette la veille. Et en plus, ils ont des machines hyper intelligentes. Le truc chouette avec la brasserie maintenant, c'est qu'elle est automatisée, donc elle peut démarrer sans nous le matin à 2h30 du matin et on arrive au courant de la première filtration pour lancer le deuxième brassin. Ce qui fait que Plusieurs brassins ? on peut brasser 2 fois dans la journée et remplir les grandes cuves qui sont sur la zone froide derrière. Donc il y a des cuves de 20 hectos et des cuves de 40 hectos. Et les cuves de 40 hectos, il faut brasser 2 fois pour les remplir. Après, qu'est-ce qui se passe dans les cuves hecto ? Alors dans les cuves, on rajoute des levures. Ensuite, il y a une fermentation qui est assez vigoureuse les 48 premières heures, on va dire. Donc on surveille nous les densités, c'est-à-dire le taux de sucre qui est présent naturellement dans le mou. Et on connaît nos levures, donc on sait qu'elles vont atténuer jusqu'à un certain seuil. Et ensuite, on va soit rajouter des houblons accrus pour avoir un peu le goût un peu parfumé de nos bières qu'on aime tant, les IPA, les Pale Ale, ce genre de choses. On va rajouter ce houblon accru juste pour extraire l'arôme. Et ensuite, on va lancer ce qu'on appelle une garde à froid qui va permettre en fait de faire sédimenter tout ce qu'il y a dans le fermenteur. Et comme ils sont de forme conique, tout tombe dans le cône. Et ensuite, on purge un petit peu tous les jours pour vraiment nettoyer toutes les impuretés, tout ce qu'on veut pas qui se retrouve dans la bouteille, quoi. Et ça ne s'arrête pas là. En fait, il y a des petites vannes là, juste au cul du fermenteur. Là. Donc tous les jours, on met un tuyau et on enlève. Il y a de la lie, donc c'est des gros pâtés de levure qu'on récupère dans une cuve aussi et qui est vidée régulièrement. Et donc ensuite, c'est la garde à froid avant l'embouteillage ou d'enfûtage. On choisit un petit peu ce qu'on veut faire à ce niveau-là. Et vous faites des collaborations avec des brasseries. Je me pose la question, comment on fait des collaborations du coup avec des brasseries avec un système pareil ? C'est assez simple finalement, on achète les matières premières à 2 et puis on fait la popote, voilà. Soit chez l'un, soit chez l'autre ? Ouais, soit chez l'un, soit chez l'autre, ouais. Ouais, ça se fait de plus en plus et c'est vrai que c'est assez cool puisqu'on peut apprendre des autres brasseurs et puis d'un point de vue commercial c'est intéressant aussi puisqu'on n'est pas forcément très connu dans une région, donc ça permet de nous faire connaître en fait via une autre brasserie. Dans sa région et inversement. Ici, vous vendez quand même dans des caves, dans des restaurants, dans les bars de Rennes ? Ouais, on est beaucoup vendu en fait dans le Grand Ouest globalement.
On a des petits distributeurs en local et puis des plus gros distributeurs en national, mais globalement, ces gros distributeurs nous distribuent en Bretagne, ouais, dans les bars. C'est beaucoup, une fois qu'on a mis le doigt dans la pression, dans les flux, c'est ça qui marche le plus. Donc pendant le Covid, par exemple, on a perdu 70% du chiffre d'affaires parce qu'il n'y avait plus de bar à fonctionner. Donc on a mis le paquet sur la bouteille et il a fallu trouver des débouchés justement pour arriver à maintenir la tête hors de l'eau. C'était pas simple. En plus, votre pub, vous n'avez pas pu vraiment... Ah oui, le pub était fermé. Ouais. On a ouvert 2 semaines, on a inauguré le pub, ça a duré 2 semaines et ensuite on a dû fermer directement. Ouais. Mais là, let's go. Et là, let's go, ouais, c'est parti. Ouais. Ouais, là, c'est mieux. Là. On est content. Comme je disais tout à l'heure, du coup, c'est vraiment l'équivalent d'un fermenteur comme ça, donc 4000 litres à peu près. Et une cuve, là, ça fait combien de bouteilles ? Il faut faire le calcul soit par 0,33 centilitres ou 0,75. Allez faire calculer les auditeurs, Voilà, c'est ça ? C'est ça, ouais. Je préfère qu'ils fassent le calcul eux-mêmes. Mais généralement, on fait moite-moite. On peut, selon les besoins, on regarde nos stocks, on se dit tiens, ça pourrait être plus judicieux de faire un peu plus de 33 ce coup-ci. Ou alors, on va faire carrément que du flux parce que là, il y a une grosse commande qui est tombée, on a besoin de ça. Donc, mais on est souvent à flux tendu. Donc on est régulièrement amené aussi à réinvestir dans de la cuverie. Donc c'est ce qui va se passer là au mois de mars prochain. Scumen voit les choses en grand. La cuverie va doubler. Donc on va avoir des gros fermenteurs ici qui vont faire 80 hectos maintenant. Voilà, donc c'est le double de cela. Toujours plus gros. Et oui, ouais. Mais comme le bâtiment il n'est pas extensible, a priori on s'arrêtera là ensuite, quoi. Et on sera, je pense, au maximum de notre capacité dans peu de temps au final. Ouais. La gamme classique est composée de 4 bières que tout le monde connaît maintenant, et y compris les éphémères ou les collabs. Donc là, on peut tout trouver sur place. On peut boire un coup, il y a des concerts, manger le soir, le midi, y compris le samedi. Et pour les autres clients, après ça va être pas mal les cavistes du centre-ville rennais et 2e, 3e couronne de Rennes. Il y en a maintenant, je pense qu'on est assez bien distribué. Et on a un partenariat avec Biocop aussi. Et depuis peu de temps, donc depuis le Covid au national, puisque on a fait un peu des pieds et des mains pour trouver des débouchés. Et donc depuis ce jour-là, on travaille avec eux. Et merci Babette. Et merci Babette, ouais. Vous avez rencontré comment ? Je pense l'histoire est assez rigolote parce que moi je faisais de l'escalade à l'époque et je connais Raph. Voilà, donc il y avait des petites accointances comme ça, donc on a fini par se rencontrer. J'ai lu que vous vendiez, je sais pas comment on prononce, le growler ou un truc comme ça, je sais pas, c'est quoi ? Ouais. Les growlers, en fait, c'est un système qui permet d'avoir la qualité pression à la maison dans une bouteille. Donc en gros, nous, c'est des bouteilles d'1 litre, 1,5 litre. Et donc on choisit, c'est branché directement sur les fûts. On fait le vide dans la bouteille, on rajoute un petit peu de CO2 pour éviter l'oxydation. Et ensuite, ça remplit la bouteille. Voilà, tout simplement. Ouais. Ça, c'est les gens à qui le Covid était beaucoup trop long, quoi. Bah ouais, exactement. Ouais. C'est né de ça ? Non, en fait c'est un truc qui commençait à être un petit peu à la mode et puis il y avait une demande, donc on s'est dit, au début on pensait que ça faisait un peu gadget et puis finalement c'est pas si mal. Ça se garde 2 semaines et c'est pas mal à partager aussi, c'est un format un peu plus grand que la 75, donc c'est plutôt cool. On va voir de plus près et ça ne fera pas de mal. Le départ c'est vraiment le concassage, ensuite c'est l'empâtage où en gros on va venir extraire les sucres qui sont contenus dans le malt. Donc en fait là c'est un petit peu de la biochimie à ce moment-là. Donc l'empâtage dure 1 heure, ensuite on part en cuve de filtration. Dans la cuve de filtration, on va extraire un premier mou qui va être super chargé en sucre. Et ensuite on va venir rincer en fait les drèches, les résidus de céréales avec de l'eau très chaude à 80 degrés pour extraire ce qu'on appelle le deuxième mou qui va être lui un petit peu moins chargé en sucre, mais bon il en reste toujours. Donc on rince. Et tout ça est mélangé dans la première cuve en fait qui entre-temps a été lavée, elle se lave toute seule. Donc là on a un mou assez homogène, donc on vise une certaine densité, hein, en gros la densité c'est équivaut au sucre.
Donc on sait qu'on va avoir une telle densité de sucre et qu'ensuite avec les levures, avec le taux d'atténuation, ce que j'expliquais tout à l'heure, on va arriver à tel degré d'alcool. Donc une fois qu'on est dans cette cuve là, on va passer en ébullition. Et à l'ébullition, généralement, c'est là où on va ajouter les houblons. Donc amérisant plutôt en début de cuisson, aromatique plutôt à la fin de la cuisson. Ça, c'est assez grossier de le dire comme ça parce qu'en vérité, ça se passe pas tout à fait comme ça. C'est un peu plus fin. Car la bière a des vertus. En fait, tu as des houblons qui ont des vertus aromatiques, on va dire, et d'autres qui sont plutôt sur l'amérisant. Amérisant, c'est... C'est l'amer, vraiment le côté amer. Ouais. Donc on va aller chercher soit l'un, soit l'autre en fonction de ce qu'on veut faire. Et des fois, on a envie d'avoir juste l'aromatique. Le problème, c'est qu'il y a des houblons qui sont amérisants, qui sont très aromatiques aussi. Donc en fait, il faut les utiliser vraiment dans des cas de figure particuliers. Là, par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir refroidir le mou en fin de cuisson pour le faire descendre à 80 degrés. Il va partir dans la cuve Whirlpool, là, qui est la dernière cuve, vraiment la dernière étape du brassage. Et à ce moment-là, en fait, on va envoyer une grosse charge de houblon aromatique qui peut être aussi amérisant. Mais en baissant la température à 80 degrés, on va moins extraire de résine, si vous voulez. Alors qu'à 100 degrés, c'est comme du thé, on va extraire plus. Tu vois, ça va être plus amer, quoi. C'est vraiment un truc de magicien. Ouais, c'est une petite ruse de Sioux, si tu veux, pour essayer d'aller choper l'aromatique plutôt que l'amer. Une fois qu'on a fait ça, le même système à peu près, là, on y a un échangeur à plaques qui est là, qui est relié à une eau glycolée qui est très froide. Et donc le mou passe dans cet échangeur, au contact de l'eau glycolée, il tombe à 20 degrés, et là on l'envoie dans la cuverie pour la fermentation. À l'intérieur de cette cuve Whirlpool, j'ai fait l'impasse là-dessus, mais en gros ça fonctionne un peu comme quand on fait du thé à la maison. Il y a une tasse comme ça. Des fois il y a un petit peu de thé en suspension là. Avec la cuillère on touille très vite et en fait tout tombe au centre de la cuve. Donc ça nous permet de clarifier en fait naturellement la bière. Toutes les petites particules de houblon, de protéines, elles vont tomber au centre de la cuve. Et avec un petit piquage sur le côté, on va venir choper le mou en fait, qui va être clarifié. Voilà, c'est déjà une première forme de clarification avant la garde à froid qui aura lieu dans les fermenteurs plus tard. Voilà. Et la garde à froid, elle dure combien de temps ? La garde à froid, plus elle est longue, mieux c'est. Nous, ça dure à peu près une semaine, on va dire. Voilà. Vous avez une semaine pour savoir si vous avez fait n'importe quoi ou pas ? Alors du coup, on avise, on essaye de sortir des bières quand même qui sont propres à la consommation. Donc, non, des fois, ça arrive qu'elles soient un petit peu plus troubles, mais c'est pas méchant. Mais des fois, ça se clarifie pas, on sait pas pourquoi, on a du mal à les clarifier. Donc, bon, ça fait des bières un petit peu plus troubles, mais c'est pas méchant. Là, on a vraiment vu qu'on a pété un plomb, c'est qu'on a commencé à fabriquer une brasserie en fait semi-automatisée de 100 litres. Donc on a acheté des petites cuveries inox, tout ça, et ça fonctionne grossièrement comme une grosse brasserie, avec des petits échangeurs à plaques, des tuyaux, des pompes, des machins. On a commencé à faire de l'électronique, on s'est fait aider, mais et on y passait un temps fou, alors qu'on avait on avait encore cours à la fac, on séchait les cours, voilà, c'était priorité à la bière. Et là, on s'est dit bon. Qu'est-ce qu'on fait quoi ? Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on se lance ou pas ? Parce que là, on est en train de devenir dingue avec ça. Donc voilà, ça a été progressif, mais à un moment donné, quand c'était là, quoi. On s'est dit, allez, on avait plus peur de ne pas réussir à le faire que... Donc on a fini nos études quand même, parce qu'on n'est pas fous. Et après, on s'est lancé. Ouais. Est-ce que vous êtes beaucoup aidé des personnes, est-ce que les conseils des gens vous ont beaucoup aidé sur votre bière ? Ouais, si, on a visité des brasseries, on a parlé, avant d'être installés, nous en pro, on côtoyait déjà un petit peu des brasseurs pro, donc on a pu poser pas mal de questions. Moi, le DU à La Rochelle que j'ai fait, il y avait déjà des gens qui étaient installés, donc ça a été l'occasion de demander pas mal de choses, même sur le matériel, les recettes. C'était assez riche, mais c'est une communauté où les gens se tirent pas dans les pattes, tout le monde est hyper partageur. Voilà, s'il y a une crasse de fête chez un fournisseur de matos, généralement il est tout de suite grillé parce qu'en fait c'est un petit monde et on est assez solide. Mais en Bretagne, j'ai l'impression qu'il y a un énorme essor de brasseries. Il y a beaucoup de gens, je connais même du sud, qui viennent en Bretagne pour visiter les brasseries de la Bretagne. Qu'est-ce qui explique qu'en Bretagne, plus qu'ailleurs, les gens s'installent ? En fait, en Bretagne, je pense qu'on est resté sur des bières assez tradies pendant longtemps, mais on a toujours eu cette culture bière, en fait, quoi.
quoi qu'on en dise. Mais et puis on est quand même un pays où en Bretagne on aime quand même pas mal l'alcool, faut le dire. Donc ouais, des petites brasseries, il y en a énormément en Bretagne. Et maintenant il y en a partout en France. Et il y a des malteries aussi qui se développent, dont fait partie de l'assaut de la Terre à la bière, qui regroupe des grosses brasseries, mais aussi des plus petites brasseries. Et ça permet de mutualiser un petit peu nos efforts sur nos besoins en malt. Donc tout le malt, une grosse partie en tout cas du malt de base qu'on utilise ici, en fait, vient de Bretagne. Mais le houblon n'est pas infini. Parce qu'en fait, du houblon, il n'y en aura plus, parce qu'il y a des changements climatiques évidents, et un jour, il faudra fonctionner entièrement en local, et peut-être revoir les recettes aussi, changer, c'est pas impossible. Parce que tu disais tout à l'heure que ça venait des États-Unis, enfin qu'en tout cas aux États-Unis il y a une grosse culture de la bière. Et ben en fait les IPA sont nés là-bas et en fait c'est très anglo-saxon finalement la bière, parce qu'en Angleterre ils ont déjà cette grosse culture, donc ça vient de là aussi, donc les premiers migrants aux États-Unis, je pense anglais, ont dû ramener ça avec eux. Les Allemands aussi, il y avait quand même des Allemands dans le lot, grosse culture bière aussi, donc... Des bières plutôt légères, j'ai l'impression, genre l'Angleterre, l'Irlande, c'est des bières assez légères. Ouais, c'est vrai que c'est des bières assez légères, ouais, ça excède pas les 5-6 degrés, on va dire. Après, les Belges aiment bien les bières fortes. Bière frite, maillot bien mélangé. Fais attention, fais attention, fais attention. On vous voit déjà courir à la brasserie Scumen. De bière ici. Est-ce qu'il y en a une prochainement ? Oui, en fait, il y en a un petit peu tous les samedis, puisque on fait des visites. Donc on peut, sur demande, vous appeler à la brasserie. Vous pouvez venir en groupe, vous pouvez venir jusqu'à 15 personnes. Et en gros, c'est 7 € la visite. Et à la fin de la visite, c'est compris dans les 7 €, vous avez ce qu'on appelle un petit flight. Et en fait, une petite planche de dégustation avec 4 verres qui font 12,5 centilitres. Et vous choisissez en fait 4 bières sur tout ce qu'on propose à la pression. Comme ça, vous pouvez goûter. Généralement, il y a un de nos serveurs qui est là pour accompagner à la dégustation, pour expliquer un petit peu comment déguster, pourquoi tel goût, comment ça se fait. Et pour l'astuce de la fin, Il y a un truc très intéressant avec la bière, c'est le fromage, plus que le vin encore. Où des fois, le vin est quand même un peu trop puissant, je trouve, à mon sens. Et finalement, la bière, comme c'est assez fin, je trouve que ça se marie mieux, quoi. Ouais. Ça marche très bien avec le poisson, avec les viandes rouges, avec le chocolat aussi, sur des bières un peu gourmandes. Il y a vraiment plein de choses à faire avec la bière. si vous êtes curieux de goûter les bières de Scumen, voir des grandes cuves, vous enfoncer dans des canapés bien moelleux et rencontrer la jeune équipe, rendez-vous au 8 impasse des Charmilles à Cesson-Sévigné. De notre côté, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec un ou une productrice de Merci Babette. Vous étiez dans Saveurs des quartiers sur Quartier des Ondes.